On va parler d'un phénomène qui touche pas mal tout le monde et en fait, c'est la peur collective qui est alimentée par les médias traditionnels. Pourquoi est-ce qu'on a toujours l'impression que c'est bientôt la fin du monde? Pourquoi les gros titres de l'actualité, ça semble toujours être catastrophique? Je veux répondre à ces questions-là, mais surtout, je veux vous expliquer comment, en tant qu'investisseur autonome, vous pouvez utiliser ça à votre avantage plutôt que de tomber dans le piège de la panique. Et à la fin de l'épisode, je vous partage mon dernier achat pour mon portefeuille et également où est-ce que vous pourriez trouver des opportunités d'investissement pour le long terme. Donc la première chose que je veux vous parler, c'est les médias traditionnels et leur approche qui est basée sur la peur. Tu sais, le Journal de Montréal, c'est gratuit, la presse, c'est gratuit, la radio, c'est gratuit. Donc, vous pouvez en déduire que leur modèle d'affaires ne consiste pas à vous vendre de l'information parce que sinon, ils ne feraient pas une scène. En fait, pour faire de l'argent, les médias, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vendent de la publicité à des entreprises qui, eux autres, veulent annoncer de la pub soit dans le journal ou à la radio. Et pour que des annonceurs soient prêts à payer pour mettre de la publicité dans un journal ou à la radio, il faut qu'il y ait beaucoup de monde qui écoute ou qui lise, ce qui veut dire que les médias ont un incitatif à prioriser le fait qu'ils doivent attirer à tout prix votre attention pour avoir plus de clics puis plus d'auditeurs, plutôt que de partager simplement de l'information objective. Et c'est pour ça que leur approche, c'est de jouer avec les sentiments comme la peur, la frustration, la tristesse. On veut vous faire réagir. Demandez-vous pas pourquoi il y a toujours un nouveau sujet pour vous inquiéter. Là, présentement, c'est les tarifs douaniers de Donald Trump. D'ailleurs, ça a été confirmé hier. Mais tu sais, avant ça, il y a eu la guerre en Ukraine, les feux de forêt, il y a eu la COVID pendant 2 ans. Bref, les gros titres, ils vont toujours chercher à jouer sur la peur, à vous faire fâcher ou à aborder des sujets qui sont polarisants. Encore une fois, l'idée, c'est que c'est plus rentable pour eux autres d'attirer votre attention avec des titres alarmistes plutôt que de simplement se contenter de vous informer de façon 100% factuelle. Et comprenez-moi bien, je leur reproche pas de faire ça non plus, c'est ça leur business et honnêtement, les médias traditionnels sont en déclin depuis quelques années, donc sont un peu en mode panique. Donc rendu là, c'est un peu un kit ou double. Et comme je vous dis, je les comprends parce que dès que tu crées du contenu, t'as pas le choix d'attirer l'attention du monde parce que autrement, il y a personne qui va écouter ce que tu as à dire, peu importe la qualité de ton contenu. C'est pour ça que vous voyez des titres extravagants puis pas trop nuancés. C'est pour ça aussi que les thumbnails sur les vidéos YouTube, ils se ressemblent tous un peu. Là. Il y a toute la grosse face de l'animateur qui fait une face de surprise, une face de dégoût, peu importe. Mais l'objectif, c'est le même que les médias traditionnels, c'est-à-dire que les créateurs de contenu, ils veulent que les gens cliquent sur ce qu'ils produisent. Et évidemment, avec mon podcast, je m'inclus là-dedans. Par contre, ce que j'aime pas des médias traditionnels, c'est que pour plusieurs personnes, surtout dans les plus vieilles générations, on a tendance à mettre l'information qui provient des médias traditionnels sur un piédestal et à prendre ça comme du cash, comme si tout ce qu'on entendait à la télé ou à la radio, c'était de l'information de plus grande valeur. Et c'est ça qui fait en sorte que la population en général est plus anxieuse parce qu'on parle plus d'une grosse tempête de neige. Maintenant, c'est une catastrophe météorologique sans précédent avec des experts invités qui vous expliquent à quel point ça va être dangereux sur les routes, les vents, ça va être épouvantable, puis qu'on n'a jamais vu autant de quantité de neige depuis 130 ans. Et mon point, c'est pas de dire que leurs données sont fausses. C'est plus sur le fait que c'est rendu que tout tourne autour du sensationnalisme. On s'entend, là, quand la météo te cause de l'anxiété, il y a un problème au niveau de la diffusion de l'information ou au niveau de l'état de santé mentale de la population en général. Et une autre chose sur laquelle je veux attirer votre attention, c'est que les médias, ils peuvent contrôler le narratif en mettant l'accent sur un sujet et en minimisant d'autres sujets. Je donne un exemple. Actuellement, on ne fait que parler des tarifs de Trump, des tweets d'Elon Musk, mais tout d'un coup, le déficit du Canada, l'immigration, la crise du logement, l'élection du Parti libéral suite à la démission de Justin Trudeau, tous ces sujets-là sont pas mal rendus au second plan. Et c'est sûr que si, mettons, j'étais dans le Parti libéral, je miserais sur le fait de changer de sujet
pour que les contribuables oublient un peu la mauvaise gestion de Trudeau. Et là, si on met le focus sur la guerre commerciale avec les États-Unis, peut-être même que les contribuables pourraient laisser une deuxième chance aux libéraux pour essayer de contrer les tarifs du terrible président Trump. Mais bref, disons que ce serait une bonne stratégie politique de bénéficier du contexte actuel pour tenter de rester au pouvoir, et ça, autant pour les libéraux du côté fédéral que pour la CAQ au Québec. Gardez en tête que le changement, ça fait peur à bien du monde et que la plupart des gens préfèrent le statu quo que de prendre le risque que ce soit pire. Mais tu sais, je vous dis ça, mais je suis seulement un gars sur un podcast qui connaît rien à la politique. Là. Je suis pas un expert de TVA Nouvelles. Mais bref, comme je vous dis, les médias ont tendance à exagérer les événements, question de captiver l'audience. Ils savent que le cerveau humain est programmé pour réagir plus fortement aux mauvaises nouvelles qu'aux bonnes nouvelles. Et résultat, on a constamment l'impression que l'économie est sur le bord du gouffre, que la prochaine crise est imminente et que l'effondrement des marchés, c'est juste une question de temps. Et le problème avec cette couverture médiatique-là, c'est que ça influence directement le comportement des investisseurs autonomes. Tu sais, je le vois sur les groupes Facebook, sur Reddit, il y a plein de monde qui hésite à investir en ce moment. Ils préfèrent rester sur les lignes de côté en attendant que l'incertitude passe. Mais honnêtement, si tu attends que tout soit parfait pour investir, tu vas te retrouver à toujours payer pour des actions qui sont surévaluées. Dernièrement, le Bitcoin est passé de 106 000 US à 83 000 aujourd'hui, ce qui représente une drop d'environ 22%. Et cette chute-là a certainement causé de la panique chez certains investisseurs, et c'est clair qu'il y en a une couple là-dedans qui ont vendu. Et même si je suis zéro investi dans la crypto, la logique entre le marché des crypto-monnaies et les marchés boursiers, c'est très similaire. Dans le sens que quand le Bitcoin était rendu à 100 000 US, le monde regrettait de ne pas en avoir acheté avant. Mais là, quand il retombe à 83 000, tout d'un coup, les mêmes personnes y ont peur puis ils veulent attendre avant d'acheter du Bitcoin. Tout ça pour dire que je suis pas complètement écarté. Là. Je le vois que les investisseurs deviennent de plus en plus inquiets. Et oui, il est fort probable qu'on se dirige très prochainement vers une correction boursière. Comme je vous dis, c'est déjà commencé dans le secteur de la crypto-monnaie. On peut le voir également du côté du baril de pétrole brut. Il est rendu autour de 67 US. Et sinon, juste à regarder l'indice Fear and Greed de CNN Business, il est entré dans le niveau de peur extrême, ce qui confirme que le sentiment des investisseurs penche beaucoup plus vers le pessimisme en ce moment, malgré qu'en date d'aujourd'hui, il n'y a toujours rien de vraiment catastrophique du point de vue des indices boursiers. Il y a le S&P 500 qui est encore pas très loin de son all-time high, et c'est similaire pour l'indice canadien S&P TSX. Il y a vraiment juste du côté de l'indice Nasdaq où là, on commence vraiment à se rapprocher d'une phase de correction, c'est-à-dire d'une baisse de 10% par rapport à son dernier sommet. Dans tous les cas, depuis l'annonce des tarifs de Trump, on peut sentir que les Québécois sont particulièrement stressés. Il y a une espèce de sentiment d'anxiété collective. Et c'est bizarre, mais moi, quand tout le monde est confiant et euphorique, je suis très prudent avec mes investissements, mais à l'inverse, quand tout le monde est nerveux, je me mets à chercher des opportunités. Et dites-vous que pour moi, mes placements sur les marchés boursiers, ça représente plus de 95% de ma valeur nette. J'ai pas d'immobilier, j'ai pas de crypto, j'ai pas de lingots d'or. Je suis all-in avec les actions cotées en bourse. Et sans vous dire combien j'ai dans mes comptes de placement, dites-vous que ça fait plus de 12 ans que je cotise au maximum à mon CELI, à mon REER, et que je réinvestis également la majorité de mes bénéfices, les bénéfices de mes business dans mon portefeuille à long terme. Donc c'est clair que je ne trippe pas quand on tombe dans un marché baissier comme en 2022 ou en 2020, mais quand même, à chaque fois, j'opte toujours pour la même stratégie, c'est-à-dire que je continue d'acheter, je grossis mes positions, j'en prends des nouvelles,
je reste investi et en 2025, c'est encore ça que je vais faire. Donc oui, c'est plate de voir la valeur de son portefeuille dropper à chaque jour, mais c'est pas la fin du monde non plus. Il faut rester pragmatique. Il faut se rappeler également que notre horizon de placement est sur plusieurs années et non pas sur quelques mois. Et dans le même ordre d'idée, avec la récente chute des marchés, moi je viens de grossir ma position dans Google. Et petite parenthèse à ce sujet-là, avec le taux de change actuel qui est autour de 1,44, dès qu'une action américaine est disponible sous format de CDR, c'est là que je vais l'acheter. Donc pour Google, j'ai grossi ma position en achetant sa version CDR. Donc j'ai payé 28,26$ en dollars canadiens, ce qui est à peu près l'équivalent de 169$ US pour les actions ordinaires de Google. Et j'utilise les CDR parce que, comme je vous dis, avec un taux de change autour de 1,44, je ne vais pas convertir mon cash en dollars US. Donc, ultimement, mes liquidités en dollars américains sont plus limitées parce qu'ils proviennent uniquement des dividendes US de la part des compagnies américaines dans lesquelles je suis actionnaire et également des profits que je réalise avec mes transactions de swing trading parce que mes transactions de swing trading sont faites en dollars US, mais reste qu'en termes de dollars US, à un moment donné, je suis plus limité qu'en dollars canadiens. Donc, c'est pour ça que je vais me servir des CDR. Mais grosso modo, Google me semble déjà être en aubaine à ce prix-là. Et si jamais le prix de l'action descend d'un autre 10-15%, je vais encore en racheter. Là. Au fait, je suis de l'avis qu'il va y avoir un paquet d'actions en rabais, particulièrement dans le secteur technologique et dans le secteur de l'énergie, c'est-à-dire les compagnies pétrolières. Et avec les tarifs de 25% qui viennent d'entrer en vigueur, les compagnies cotées sur le TSX, ils mangent une claque. Donc, à mon avis, il va y avoir également des opportunités d'investissement pour le long terme sur le marché canadien. Et vite de même, si je peux vous partager qu'est-ce qui est sous mon radar du côté des marchés américains, il y a Match Group qui est retourné à mon prix d'achat initial, donc symbole MTCH. Il y a également la compagnie AMD qui est tout près d'un support important et qui affiche actuellement un ratio coût-bénéfice à terme de 21. Donc, l'action me paraît très bien pricée présentement. Sinon, je surveille aussi les actions de Nvidia. Donc, rendu autour de 90$ US, ça pourrait m'intéresser. Même chose pour les actions de Microsoft à 165$, Amazon à 180$. C'est toutes des actions que je surveille. Et bref, tout ça, évidemment, ce ne sont pas des recommandations d'achat. Tout ce que je vous dis, c'est que il faut profiter de ces périodes-là d'incertitude, de panique, d'inquiétude pour trouver des actions qui sont temporairement sous-évaluées. Et moi, ce que je fais, c'est que je prends position et si jamais le titre il perd un autre 10-15%, je vais juste grossir ma position parce que, à mes yeux, c'est passé d'un deal à un méga deal. Et si jamais on est tout le temps en train d'attendre que ça descend plus bas et essayer de pogner le creux ultime, souvent tu passes à côté de belles opportunités d'investissement. Mais pour conclure, le point de l'épisode d'aujourd'hui, c'est que je considère que c'est important de voir au-delà du bruit médiatique et de voir au-delà des gros titres alarmistes, sachant que les médias vont toujours exagérer pour capter notre attention. C'est à nous de rester pragmatiques, d'analyser les vraies données et de prendre des décisions qui sont rationnelles. Donc, si vous voulez avoir plus de détails sur les actions qui sont sous mon radar en ce moment, si vous voulez voir mon analyse technique des marchés, savoir quels titres qui font partie de mon portefeuille, c'est quoi ma pondération, je vous invite à vous abonner à mon infolettre. Je vais laisser le lien dans la description de l'épisode. Et sur ce, je tiens à vous dire de ne pas céder à la panique. Et si vous aimez le podcast, suivez-moi sur Spotify, laissez un 5 étoiles ou abonnez-vous à ma chaîne sur YouTube. Encore une fois, merci de m'avoir écouté et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.